Les webinaires 6PA, organisés par l'Office international de l'eau avec l'appui de l'Agence française pour la biodiversité, ont pour objectif de renforcer les compétences des petites collectivités. Le 5 octobre 2017, un webinaire s'est tenu sur le règlement du service d'eau et l'amélioration du recouvrement des factures. La première partie était consacrée aux clauses abusives, au raccordement et au contrat d'abonnement. La seconde partie traitait du prix de l'eau, de la facturation et du recouvrement. La dernière partie s'attardait sur les droits et obligations du service et de l'usager. Les minutes qui suivent retracent la présentation effectuée lors de ce webinaire. Très important, le règlement doit être remis en main propre ou par voie postale à l'abonné, donc de manière directe. C'est-à-dire que si vous le mettez simplement sur votre site internet, ça ne suffit pas pour remplir cette obligation. Et en cas de doute sur une clause qui semble être abusive, le juge va l'interpréter dans le sens qui est le plus favorable à l'usager. D'où l'intérêt donc de bien rédiger son règlement de service. La souscription du contrat, elle est absolument primordiale parce qu'il est interdit de fournir une prestation de service sans qu'il y ait eu conclusion d'un contrat au préalable, puisque ça peut constituer une infraction pénale. S'agissant des particularités des immeubles collectifs qui ont fait l'objet d'une procédure d'individualisation des contrats d'abonnement, et ce qui est valable aussi pour les locations, dans ces cas-là, le contrat doit être conclu avec l'occupant ou le locataire. Et on ne peut pas refuser la demande d'abonnement d'un locataire, parce que ça va être assimilé à un refus de vente, et ça va également violer le principe d'égal accès des usagers aux services publics. On ne peut pas non plus lui imposer de régler les impayés du précédent locataire pour pouvoir rouvrir son branchement. Quelques exemples de clauses abusives, avec en premier lieu le fait d'imposer à l'abonné d'accepter dès la souscription les futures modifications du règlement, et également d'autoriser la modification de manière unilatérale des droits et obligations des parties, sauf dans le cas où ce sont des modifications qui sont imposées par la loi. La résiliation, elle peut intervenir à tout moment, et ce, dans un délai de 15 jours suivant la date de la demande qui a été formulée par l'abonné. Alors, d'autres exemples de clauses abusives qu'on retrouve fréquemment dans les règlements de service, la clause qui stipule que tout mois commencé est dû. Alors ça, ce n'est pas possible d'intégrer une telle clause. De même, d'interdire aux consommateurs de résilier le contrat quand le service d'eau n'exécute pas ses obligations qui lui incombent. Là, pareil, on se retrouve face à une clause abusive puisque cela l'exonère de sa responsabilité et c'est illégal. Et je pense qu'on va passer à la deuxième session qui va être consacrée essentiellement au prix de l'eau, à la facture et également aux solutions pour recouvrir ces factures. Première information très importante, c'est le fait de faire apparaître visiblement le prix du mètre cube ainsi que ses modalités de révision. Dans le cas où il n'est pas possible de fixer le prix à l'avance, il va falloir mentionner au moins le mode de calcul du prix sur le règlement de service. Le changement de prix, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce changement de prix doit être mentionné au plus tard sur la première facture où le nouveau tarif s'applique. Généralement, le prix de l'eau, il est composé de deux parts. D'un côté, la part fixe, qui correspond à la redevance qui couvre tout ou partie des charges fixes des services d'eau et d'assainissement. Elle doit strictement se limiter à ces charges fixes-là. Et la part variable, qui correspond au volume d'eau consommé par l'usager,
ou au volume d'eau qui a été prélevé, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Au prétexte d'un plafonnement de la part fixe. Puisqu'en fait, le montant de l'abonnement ne peut pas dépasser 30% du coût du service, sur la base d'une consommation d'eau de 120 mètres cubes par logement et pour une durée de 12 mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement. Tout en sachant que ces dispositions elles ne sont pas applicables aux communes touristiques et que pour les communes rurales ou les EPCI dont plus de la moitié de la population vit dans des communes rurales, ce taux il va être porté à 40%. On peut également mettre en place une tarification forfaitaire, auquel cas il faut au préalable demander une autorisation au préfet. Cette tarification forfaitaire, elle est possible pour les communes dont la population est inférieure à 1000 habitants et si la ressource en eau est suffisamment abondante, ou les communes où l'équilibre entre ressources et consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, ce qui permet au conseil municipal de définir des tarifs différents en fonction des périodes de l'année. Place une différenciation tarifaire. On peut par exemple utiliser une tarification progressive qui permet de décourager le gaspillage. On a aussi une tarification dégressive où la première tranche va être la plus chère, puis le tarif par la suite va décroître. Cette tarification dégressive, elle n'est autorisée que dans les zones où la ressource en eau est peu sollicitée. On peut aussi avoir une tarification différenciée selon la saison, où là, ça concerne plus les communes à forte fréquentation touristique, ce qui permet donc de définir des tarifs différents en fonction des périodes de l'année. On peut également mettre en place une tarification différente, cette fois-ci selon les catégories d'usagers. Ça a été admis par la jurisprudence à la condition que tous les usagers placés dans cette même situation en profitent de ce tarif différencié. Et par ailleurs, pour rappel, il est strictement interdit de fournir de l'eau gratuitement aux administrations. La seule exception, ce sont les bornes à incendie, notamment. Là encore, ça doit être lisible. On doit pouvoir voir lisiblement le volume consommé, le montant, le prix du mètre cube, les coordonnées complètes, la date limite et les modalités de paiement. Et dans le cas où on se retrouve avec une tarification forfaitaire, il faut qu'apparaisse l'autorisation préfectorale. Et depuis le 1er janvier 2017, nouveauté, le prix au litre doit obligatoirement figurer sur la facture, sauf en cas de tarification forfaitaire. S'agissant de la facturation en elle-même, il faut savoir que facturer jusqu'à la résiliation alors que le branchement est déjà fermé, c'est interdit. De même, appliquer un tarif de manière rétroactive, même si le tarif a diminué, ça n'est pas possible non plus. Même chose pour la répercussion de nouveaux frais sur la facture, puisque l'accord du consommateur est toujours nécessaire au préalable. Et si cette disposition est prévue au règlement de service, ça peut constituer une clause abusive. Par contre, le juge administratif a estimé qu'il était possible de prévoir le paiement de l'abonnement pendant une période d'interruption si la fermeture date de moins d'1 an. Là, l'objectif, c'était de limiter les demandes de fermeture et de réouverture des branchements dans un laps de temps relativement court, ce qui est relativement contraignant. Sur le paiement de la facture, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est interdit d'imposer un moyen de paiement en particulier. C'est quelque chose qui est contraire aux dispositions du Code monétaire et financier, et c'est d'ailleurs applicable pour toutes les factures, quelles qu'elles soient.
Pareil, imposer un paiement intégral annuel d'avance n'est pas légal, puisque l'usager doit pouvoir s'acquitter des sommes dues par au moins 2 paiements par an. Et même chose, modifier le montant des mensualités sans en informer l'usager. Ici, on retrouve aussi l'obligation d'information vis-à-vis de l'abonné. Alors, en cas de retard de paiement, on peut appliquer des pénalités, sachant qu'il faut les appliquer de manière le plus juste possible, puisque le juge administratif va estimer qu'une indemnité manifestement disproportionnée va être abusive. Donc l'intérêt, c'est vraiment de trouver une pénalité adaptée. Et bien évidemment, avant de les mettre en place, il va falloir prévenir l'abonné, par courrier notamment. On rejoint là encore cette obligation d'information. Dans le cas de défaut de paiement, la première chose à faire avant toute chose, c'est vraiment de privilégier le dialogue avec l'usager, d'essayer de trouver une solution amiable, puisqu'une procédure de recouvrement forcé doit toujours être précédée d'une procédure amiable. Par exemple, on peut proposer d'étaler les paiements ou encore de faire appel au Fonds de solidarité pour le logement qui peut accorder des aides pour le paiement des factures. Et ensuite, si cette procédure amiable n'aboutit pas, on peut prendre une position plus ferme à l'égard de l'abonné. Dans un premier temps, il va falloir le relancer par courrier. Alors il faut faire bien attention parce que c'est une procédure qu'il faut suivre à la lettre, au risque d'être illégale et auquel cas elle ne servira à rien. Au bout de plusieurs relances, là, la loi ne prévoit pas de délai particulier ni de nombre de relances particulier, il faut au moins l'avoir relancé 1 ou 2 fois. Après ces relances, et sans réponse de l'abonné, il faut émettre un titre de recette. Ce titre de recette, il faut le transmettre au comptable public qu'il prendra en charge pour recouvrement. Ensuite, le comptable public, il est en position de mettre en demeure l'abonné de payer. Et s'il n'y a toujours pas de réaction, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure, engager des poursuites. Alors, la solution la plus extrême, c'est de faire appel à un huissier, ce qui est tout à fait possible. Mais le problème, c'est quand on se retrouve face à une personne qui est déjà insolvable, ça va lui rajouter en plus des impayés, des frais relatifs à l'huissier, des frais donc qu'elle pourra encore moins s'acquitter, ce qui est au final une procédure peu recommandée et peu adaptée. L'autre moyen, qui est un pouvoir du comptable public, c'est l'opposition à tiers détenteur, puisque cette opposition, elle permet d'opérer une saisie sur le compte bancaire ou sur rémunération de la personne concernée. L'abonné a 2 mois pour contester cette opposition à tiers détenteur. Alors effectivement, sur le papier, c'est une procédure qui semble efficace, qui semble fonctionner, mais là encore, si on se retrouve face à un usager qui est insolvable, malheureusement, il n'y a pas de recours possible, si ce n'est d'attendre qu'il redevienne solvable, pourvu que ce soit avant la fin de la prescription de l'action du comptable public, qui est de 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recette, ce qui est relativement court et qui laisse peu de place à un véritable recours, puisque une personne insolvable, on ne peut pas faire grand-chose. Et petit rappel légal, même en cas d'impayé, il n'est pas possible d'interrompre la fourniture d'eau ni d'en réduire le débit. Ça a été admis par la jurisprudence et ça a été intégré dans la loi. Ça n'est pas possible, c'est strictement illégal. De l'usager, puisqu'il peut, quant à lui, s'il trouve sa facture trop élevée, la contester. Dans ce cas-là, c'est à lui d'apporter la preuve d'une erreur du service. Et ça, une clause ne peut pas lui interdire. Il dispose de 5 ans pour contester sa facture
devant la justice. Là encore, ce délai il ne peut pas être limité par une clause. Donc, d'une manière générale, une clause ne peut pas entraver les voies de recours, ni même de réduire les délais de prescription. Et si l'abonné ne paye pas ses factures et que le comptable public engage une procédure de recouvrement, l'abonné il n'a que 2 mois pour contester la créance, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a 2 mois pour saisir le juge, ce qui a pour effet de stopper la procédure de recouvrement du comptable public. Créer aux droits et obligations tant du service que de l'usager, avec une première partie par rapport au compteur, puisque ce compteur doit être vérifié par l'exploitant au bout de 9, 12 ou 15 ans, ça dépend de sa classe métrologique, et par la suite, il faut le vérifier tous les 7 ans. Les frais d'entretien, de réparation et de remplacement sont à la charge du service, et pas de l'abonné, et l'exploitant est d'ailleurs tenu d'assurer le bon fonctionnement du compteur. Ce compteur, il constitue la frontière juridique qui délimite la responsabilité du service, puisque le service va être responsable des canalisations sous le domaine public et jusqu'au compteur, y compris celles qui sont situées sous la propriété privée, compteur inclus. Au-delà du compteur, au-delà même plus précisément du joint après compteur, c'est la responsabilité de l'abonné. En cas de gel du compteur, le service des eaux est responsable, sauf s'il prouve la faute de l'usager. Alors, il est recommandé d'inclure ce type de clause dans les règlements de service, mais il faut absolument préciser les précautions que l'usager doit prendre pour justement protéger le compteur du gel. Les enregistrements. Il faut savoir qu'ils ne constituent qu'une présomption de preuve et non pas une preuve absolue de la consommation de l'usager. Ce qui veut dire que l'abonné doit apporter des éléments supplémentaires qui permettent de mettre en doute le système de comptage. Une clause qui limiterait les moyens de preuve à disposition du consommateur, de l'abonné, donc, est une clause abusive. Par exemple, si une clause prévoit qu'en cas de mauvais fonctionnement du compteur, les relevés établis par l'abonné ne font pas preuve, là c'est une clause abusive. S'agissant des fuites, si elles interviennent après compteur, c'est l'usager qui en est responsable, sauf en cas d'une faute du service. Si le service d'eau constate une augmentation anormale de la consommation au vu du relevé, il est tenu d'en informer l'abonné par tout moyen. On retrouve là encore l'obligation d'information de l'abonné. Et à défaut, l'usager ne sera pas tenu de payer la part de la consommation qui excède le double de sa consommation moyenne. Par contre, s'il a bien été informé par le service, mais qu'il produit la preuve d'une réparation de la fuite par un plombier dans un délai d'1 mois, il ne va pas être tenu au paiement de cette part. Cette exonération de l'abonné, elle ne s'applique pas lorsque la fuite est due à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou la responsabilité du service des eaux, puisqu'on ne peut pas restreindre les obligations de l'exploitant. Donc, par exemple, une clause qui prévoit de dégager entièrement la responsabilité du service des eaux quand il procède à des vérifications des installations intérieures de l'abonné constitue une clause abusive. De même, la suppression ou la réduction du droit à réparation de l'abonné en cas de fuite, d'interruption de la fourniture d'eau ou même de gel est abusive, puisque le consommateur a toujours droit à la réparation du préjudice subi, pourvu bien sûr qu'il n'ait pas commis de faute. Autre point important, c'est les cas de force majeure. La force majeure, un cas de force majeure doit être un événement imprévisible, extérieur au service, c'est-à-dire indépendant de sa volonté, et irrésistible, c'est-à-dire impossible à éviter.
Ces cas de force majeure, ils ne peuvent pas être étendus à d'autres circonstances si elles ne sont pas déjà reconnues par la réglementation ou par la jurisprudence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le juge est relativement inconstant en la matière, puisque c'est vraiment de l'étude au cas par cas de ce type de clause. Par exemple, il va considérer que le gel va être un cas de force majeure, et dans d'autres cas, il va considérer que non. Mais généralement, quand il s'agit d'intempéries, il faut que le phénomène soit d'une rare intensité pour que les critères de la force majeure soient tous les trois réunis. On retrouve une nouvelle fois l'obligation d'information, cette fois-ci sur la qualité de l'eau, puisque l'abonné doit avoir connaissance une fois par an des éléments essentiels sur la qualité de l'eau. Ces éléments, ils sont établis par l'Agence régionale de santé, l'ARS, et les frais de contrôle et d'analyse de cette qualité de l'eau, ils sont entièrement à la charge de l'exploitant dans la limite des obligations réglementaires. La jurisprudence, elle estime que la qualité de l'eau, elle constitue une obligation de résultat par opposition à l'obligation de moyens. Ce qui veut dire que le service peut être exonéré totalement de sa responsabilité en matière de qualité de l'eau en cas de force majeure. Il ne sera que partiellement exonéré dans le cas où l'usager a commis une faute de nature à altérer la qualité de l'eau. Alors, sur l'action en justice, aucune clause ne peut entraver l'exercice des actions en justice ou toute autre voie de recours. Par exemple, si on se retrouve avec une clause qui limite à 3 jours le délai pour faire une réclamation suite à des dommages causés par le service d'eau, cette clause-là, elle sera considérée comme abusive. Autre point important, c'est que le règlement de service doit obligatoirement proposer le recours à une médiation ou tout autre moyen de recours non contentieux de règlement des litiges. Par contre, s'il y a une obligation de passer de manière exclusive par un mode alternatif de résolution des litiges, là, ça va être une clause abusive, puisque ça va entraver les voies de recours de l'abonné, puisque ça restreint fortement son droit à exercer une action en justice. De même, une clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est abusive, puisque l'usager, en effet, a le droit de choisir entre la juridiction du lieu de son domicile au moment où il a conclu le contrat ou la juridiction du lieu de la survenance du dommage. Pour conclure, il faut vraiment faire attention à ces clauses, vérifier qu'elles ne créent pas un déséquilibre au détriment de l'usager, et bien évidemment toujours garder en tête cette obligation d'information du service vis-à-vis de l'abonné. Pour ça, on a les recommandations de la commission des clauses abusives qui permettent de mieux orienter et de mieux identifier les clauses abusives qu'on peut retrouver le plus fréquemment au sein des règlements. Vous pouvez aussi les retrouver au sein du guide pédagogique dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce guide de la DGCCRF, avec toutefois une mise en garde parce qu'il a été publié début 2016 et depuis, plusieurs choses ont changé, notamment la réécriture du Code de la consommation qui est intervenue depuis. On a eu d'autres réglementations qui se sont ajoutées aussi dans le domaine de la gestion de l'eau. Tout ça pour dire que c'est constamment en mouvement et qu'il faut absolument garder le plus possible un œil sur la réglementation. Et c'est pourquoi l'Office international de l'eau a mis en place une plateforme de veille juridique qui s'appelle Juridico et qui est exclusivement dédiée à la gestion de l'eau, y compris donc l'eau potable et l'assainissement. Et je vous invite vraiment à consulter ce site pour pouvoir être au courant des dernières réglementations, ou en tout cas d'y jeter un œil régulièrement pour ne pas se trouver pris au dépourvu. Alors, je vois une question de Monsieur Caillot. Alors, il n'existe pas
de règlement de service type, c'est bien ça le problème, mais à l'Office international de l'eau, nous sommes en train d'y travailler justement. Donc on peut espérer que d'ici quelques mois, on puisse fournir un règlement type qui soit bien évidemment vierge de toute clause abusive.